Cette exposition, c'est une idée qui a germé il y a très très longtemps, quand j'ai commencé à travailler auprès de la personne âgée. Ça a été un petit peu au fur et à mesure. Une m'a offert d'abord un crochet, puis une autre m'a offert des aiguilles. Une autre a été chercher dans le fond de ses réserves en me disant « Oh, je dois bien avoir des navettes de frivolité qui restent comme ça, qui appartenaient à ma mère. » Et puis, elles m'ont amené leurs merveilles, des choses qui n'ont pas une valeur financière, mais une valeur historique. Et donc, on a été rechercher des documents pour m'apprendre à les manier. Et quand elles ont vu que dans leur famille, personne n'était intéressé, ou que ça allait atterrir dans le fond d'un placard, et que ça allait disparaître après elles, elles ont toutes voulu me confier tous ces objets afin de les faire revivre, de les utiliser, de les transmettre et de transmettre leur utilité. Parce que pour elles, c'était un peu crève-cœur de savoir qu'après elles, il n'y aurait plus rien. Beaucoup faisaient des ouvrages dits de dames. Elles étaient souvent très expertes dans ces techniques et dans cette façon de travailler. Ce qui fait qu'au début, mon rôle était simplement de leur amener le matériel, de faire les finitions, de remplir les coussins et ce genre de choses. Mais j'ai très vite été tentée de découvrir leur technique, ce qui a été extraordinaire. La frivolité, ça se fait avec deux petites navettes. Les plus anciennes sont en os, en ivoire. Celle-ci est en ivoire et celle-ci est en os. Elles viennent de Normandie. Après, on en a retrouvé en métal très décoré. Et les plus récentes sont en bakélite ou vulgairement en plastique, ce qui est bien dommage. On va faire des nœuds, les uns derrière les autres. Ça tient un petit peu du macramé. C'est un mouvement de maille dessus, de maille dessous, qui permet de faire un motif. Et une fois qu'on a fait un certain nombre de points, on peut retirer sur le fil et ça nous fait une petite fleur. Et ça va être la suite de ces petites fleurs qui permet de faire un motif. Voilà, je fais plein de petites boucles comme ça. Et les petites boucles, hop, je tire sur mon fil. Et ça fait des petites boucles coulissantes. Quand c'est fait avec du fil plus gros, on retrouve nos petites boucles, les unes après les autres, qui sont attachées. Et donc chaque élément est monté l'un après l'autre, comme ça. Alors celle-là, j'en ai quelques mètres. Et celle-ci, qui est encore plus fine, représente beaucoup d'heures de travail. Elle est faite de la même façon, plus un petit point de chaînette qui vient rattacher la suite pour la monter sur un vêtement. Les nobles français dépensaient des sommes exorbitantes à l'étranger pour acheter de la dentelle étrangère, qui était fabriquée beaucoup à Venise, qui était fabriquée beaucoup dans les Flandres. Et faut s'imaginer qu'une pièce de dentelle qui va être grande comme ça coûtait à peu près autant qu'une dizaine de pierres précieuses. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc Richelieu a voulu faire que l'argent reste en France. Donc il a imposé et puni énormément tout ce qui était tout achat à l'étranger. Et en France, il a créé ce qu'on appelle des comptoirs, des manufactures, un peu sur différentes régions. Sous Louis XIV, par exemple, il avait fait venir des peintres de différents pays qui ont fait des tracés de dentelles exprès pour les dentelles des grandes manufactures qui ont laissé leur nom dans l'histoire. Ça, c'est un système de travail qui se fait avec un crochet et qui permet de poser des perles sur un tulle ou sur un tissu. On l'appelle le crochet de Beauvais. On a une main qui tient le crochet et l'autre main qui tient le fil. Je fais le tour de mon crochet et je sors. Ce qui fait qu'au bout du compte, j'obtiens une petite chaînette. Alors, cette technique permettait aussi, sur le fil du dessous, de pouvoir mettre des paillettes, des perles ou toute autre chose. C'est encore beaucoup utilisé pour tout ce qui est haute couture, pour le perlage des voiles, des t-shirts, des chemisiers, des bustiers.
Il y a dans l'exposition un très très joli gilet noir, entièrement perlé, où toutes les perles étaient posées comme ça. Les hauts lieux de la dentelle en France, ce sont les lieux où il y avait un trafic commercial important, parce que le fil n'était pas produit en France. Il était produit beaucoup dans les pays du Nord, donc on trouve ça principalement sur tous les bords de mer. Et tout ce qui était le circuit euh, entre l'Italie et la France. Donc on va retrouver la Savoie, on va retrouver le Massif central, qui était le chemin qu'utilisaient les colporteurs pour amener la matière première. Vous allez trouver la dentelle de Dieppe, et puis la dentelle de Rouen, et puis la dentelle de Caen, et puis celle de Bayeux, celle de Courseulles. Alors ça devait être quelques points différents, mais chaque coin avait sa particularité. Mais par exemple, une dentelle de Chantilly pouvait être faite à Bayeux, ou pouvait être faite dans le Massif central. Elle avait le nom de Chantilly, mais elle pouvait être faite dans différents endroits. Là, je vais vous montrer la dentelle à l'aiguille qu'on retrouve beaucoup plus dans nos régions des Olonnes, qui permettait de faire les motifs sur les petites coiffes comme ça. Et cette coiffe-ci est bien particulière parce que c'est une coiffe des Olonnes, mais qui comprend les mêmes façons de travailler que les coiffes des sables. On retrouve nos petits trous, on retrouve nos petites fleurs, et celle-ci est faite à l'aiguille. Alors pour faire ce genre de dentelle, on utilisait un système qui était une toile d'architecte sur lequel le motif est dessiné. On reprend le motif de la petite fleur. Une fois que le motif a été dessiné, on pose la toile d'architecte sur un tissu qui va être défait après. Ce motif peut être constitué aussi bien avec un petit lacet qui est cousu, ou bien un fil un peu plus gros, un fil de coton, que l'on coud suivant le motif. On voit les points sont rattachés derrière. Une fois que le motif est cousu, on vient faire les remplissages à l'aiguille. Alors je vais vous montrer sur ce motif-là. Je vais venir faire la petite roue que l'on retrouve sur pratiquement tous les motifs de la région. J'ai cousu mon galon et je viens faire ma petite roue dessus. Alors effectivement, là je n'ai plus de toile d'architecte parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve plus maintenant. Ce qui est bien dommage, parce que c'était plus souple que ce plastique, ou de la toile cirée. Et voilà, on voit la petite roue qui se dessine au fur et à mesure. Alors, une fois que la dentelle est constituée, eh bien, il ne restait plus que à défaire nos fils dessous. Sans abîmer la dentelle, sans risquer de couper un fil de dentelle, puisqu'on se retrouve entre les deux. Et vous voyez la dentelle qui est finie et qui là va être attachée au tissu. C'est une technique qu'on retrouve dans beaucoup de régions, aussi bien dans les régions vendéennes au bord de mer que dans les régions comme Alençon, qui était une région où il y avait énormément de dentelles à l'aiguille. Et chaque personne créait son motif, plus ou moins. On ne trouve pas de coiffe ayant le même motif que la coiffe de la voisine. Dans le village, il y avait au Sable d'Olonne et à la Chaume une quinzaine de lingères qui, en plus de laver le linge de toute la famille, réamidonnaient les coiffes, parce que pour une petite coiffe comme ça, il fallait tout redémonter à chaque lavage pour refaire le paillet du tissu, de la coiffe en elle-même, avant de remonter intégralement toute la coiffe, une fois amidonnée. C'était pas des coiffes qu'on lavait tous les jours. La coiffe, c'était un petit peu la carte d'identité du village. Donc chaque village voulait se différencier avec une coiffe différente. Et souvent, ils avaient un accord avec un colporteur qui allait acheter les dentelles à d'autres endroits. Donc on retrouve des dentelles de Savoie en Vendée. On retrouve des dentelles de Bayeux dans le midi de la France. C'était le trajet du colporteur. Mais chaque région a utilisé cette dentelle-là à des fins propres. Alors certaines fois c'était sur le devant de la coiffe, d'autres fois c'était sur le derrière, d'autres fois c'était sur le liseré de la robe, d'autres fois c'était à d'autres endroits, mais c'était fabriqué dans le village.
Les femmes qui portaient des coiffes avant Louis XIV, c'était que les nobles. Les gens du peuple avaient juste une espèce de petite bonnette en toile de bure qui les protégeait du soleil, qui les protégeait des parasites, de la terre. La coiffe telle qu'on la connaît avec la dentelle est arrivée vraiment que sur le tard. Elle était principalement faite en lin parce que le lin a l'avantage de bien résister aux intempéries, plus que le coton. Le lin est une matière qui est plus fibreuse et plus végétale, avec une fibre plus longue, et c'était la matière qu'on pouvait avoir le plus blanc et le plus solide, tandis que le coton reste un petit peu mou. Je vais vous présenter un carreau du puits. Alors, on appelle le carreau, c'est le coussin sur lequel on travaille, qui est un coussin avec une toile cirée de l'époque. Il est dans son jus. C'était un petit coussin, c'est tout léger. C'est fait en paille. C'était pas quelque chose fait industriellement. Donc, ce qui fait que chaque région avait plus ou moins son coussin différent. Il y a une partie qui est amovible, sur lequel est fixée la dentelle et qui permet de rouler la dentelle parce qu'on faisait des kilomètres de dentelle, comme vous pouvez voir. Là, il n'y en a pas beaucoup. Mais pour que la dentelle soit vendue, il fallait en faire 33 mètres, une once de dentelle. Donc avant d'arriver à 33 mètres, il faut quelques heures de travail. Donc la dentelière commençait son ouvrage et allait jusqu'à une certaine distance, un peu moins si elle n'en avait pas la possibilité. Tous les fils sont enroulés sur ce qu'on appelle des fuseaux. Alors là, il y a plusieurs variétés de fuseaux. Le fil était bobiné et était caché dans un petit manchon en bakélite ou en bois, de façon à ne pas se salir. Pour travailler, il nous faut du fil. Alors là, c'est du fil de lin. C'est un écheveau assez ancien. C'était présenté comme ça à l'époque. C'était pas en bobine, c'était toujours en écheveau. Et là, j'ai des épingles. Alors les épingles, celles-là, elles sont extrêmement anciennes. Elles sont en laiton avec la tête cachetée à la cire d'abeille. On place ce qu'on appelle le carton de la dentelle, qui est en fin de compte notre guide, qui nous permet de savoir où on va planter nos aiguilles. Parce que pour que les motifs soient bien répétitifs, il faut que les endroits où les fils vont se croiser soient repérés. On a deux styles de points, une maille endroit, une maille envers, comme au tricot. Nous, ça ne s'appelle pas maille endroit, maille envers, mais croise et tourne, puisqu'en fin de compte, on travaille, mais on ne travaille toujours que 4 fuseaux par 4 fuseaux. On ne travaille jamais tous les fuseaux en même temps. Le mouvement croise se fait à gauche, c'est les deux fuseaux du milieu qui se croisent. Puis le mouvement tourne, je prends mes deux plus foncés, je les déplace dans ce sens-là. Puis je refais un croise. Ce qui fait que mes fuseaux qui étaient sur la gauche sont passés sur la droite. Et ceux qui étaient sur la droite sont passés sur la gauche. Et là, je fais un tourne. Je laisse ces deux fuseaux-là, je viens chercher les deux suivants. Et je refais la même chose. Là, ce sont toujours mes fuseaux blancs qui vont se déplacer. Donc croise, tourne et croise. Après, suivant le nombre de croises et de tournes que l'on va faire, on va obtenir quelque chose de très différent. Là, on voit des parties qui sont très allégées, qu'on appelle de la grille. Là, on a des parties qui sont beaucoup plus ressemblant à du tissage, qu'on appelle du mat. Après, chaque élément, chaque motif porte un nom différent. Là, ça s'appelle une araignée, là, ça s'appelle un point d'esprit, d'autres, ça s'appelle un grain d'orge. Mais le même point peut avoir un nom différent suivant chaque région. On va retrouver le même style de point, mais chaque région lui donnant un nom différent. Effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez mécanique. Elle faisait le même motif pendant des années et donc était capable de discuter, était capable de gérer les enfants, était capable de surveiller la soupe tout en faisant de la dentelle. Au bout d'une journée de travail, une excellente dentelière n'avait fait que la surface de mon pouce. Donc pour faire une robe de dentelle, il fallait au moins un atelier d'une centaine de personnes, de petites mains, comprenant des hommes qui avaient la charge de dessiner le motif, des enfants qui étaient embauchés pour bobiner tous les fuseaux, des fillettes qui faisaient le fond de la dentelle. Elles commençaient dès l'âge de 4-5 ans.
des femmes plus mûres qui étaient capables de faire les motifs les plus compliqués et des femmes âgées qui avaient pour certaines plus d'expérience et qui étaient utilisées souvent pour le montage de toutes les parties de la dentelle. Ça paraît toujours très compliqué quand on voit les gens faire très très vite, mais si on comprend le croise, tourne, on a compris beaucoup de choses. Pour le musée, je viens faire les journées du patrimoine, faire des démonstrations de dentelle et de broderie ancienne, parce que j'ai toujours été passionnée par ça. On a remonté un atelier de dentelle avec l'Amicale laïque aux Olonnes. Chacune vient avec son envie d'exécuter quelque chose ou de restaurer quelque chose et de le remettre en état de façon à ce qu'il puisse être sorti ou exposé.